Et je crois que ça n'a pas fonctionné, ça. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, on ne va pas avoir de pulse aujourd'hui, mais j'espère que tout le monde m'entend. Alors, ce soir, nous nous retrouvons pour une présentation sur le fonds 1 euro et les solutions de remplacement sur ce fonds 1 euro. Je vais prendre quelques minutes pour tout simplement présenter qui nous sommes, CGP One. Donc, nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine actuellement à Toulouse et Paris. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de personnes, dont 8 conseillers prêts à vous accompagner dans l'ensemble de vos projets. Notre site internet, gestiondepatrimoine.com, c'est notre vitrine. N'hésitez surtout pas à aller consulter ce site. Il y a à la fois des éléments techniques, pratiques sur la gestion de patrimoine. Donc surtout, n'hésitez pas à aller consulter notre site, qui est plutôt bien fait et plutôt très complet. Notre métier, il s'agit en fait de répondre à vos objectifs. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, notre métier consiste à vous accompagner. Quelles que soient vos problématiques, nous allons vous aider à trouver des solutions. Que ces problématiques soient dans le cadre d'une création de patrimoine, de développement de ce patrimoine déjà existant, de l'obtention de revenus complémentaires, par exemple lorsqu'on part à la retraite, ou bien encore dans le cadre d'une transmission de patrimoine. Nous avons donc du coup une approche économique, juridique et fiscale pour vous accompagner sur l'ensemble de vos projets. Dans les faits, comment nous réalisons notre métier? Tout d'abord, la notion de conseil qui est primordiale pour nous. Lorsque nous rencontrons un client pour la première fois, nous allons réaliser ce qu'on appelle un bilan patrimonial. C'est-à-dire que c'est une analyse de votre situation, aussi bien personnelle, professionnelle, patrimoniale. Nous allons vous donner les points positifs, les points négatifs, plutôt les points améliorés. Nous allons reprendre ensemble vos objectifs et vos moyens. Et en troisième partie, nous allons du coup vous préconiser une stratégie à mettre en place. Cette stratégie, donc c'est le deuxième temps de notre métier, nous pouvons vous proposer de la mettre en place avec vous. Donc que ce soit aussi bien dans le cadre de solutions juridiques par un testament, donation, etc., financière, un PEA, une assurance vie, immobilière, des SCPI, un LMNP, un PINEL. Nous sommes là pour vous aider à trouver ces solutions et vous accompagner dans la mise en place de ces solutions. Et enfin, bien sûr, je mets un point particulier à ceci, le suivi. La meilleure stratégie qui peut être mise en place à un instant T, si elle n'est pas suivie dans le temps, donc si elle n'est pas adaptée en fonction des évolutions, aussi bien qu'elles soient économiques, législatives ou bien personnelles, votre situation personnelle peut changer. Si ce suivi n'est pas réalisé, si cette adéquation n'est pas continue, eh bien en fait, la stratégie mise en place au début n'a aucune raison d'être. Nous sommes soumis à une réglementation plutôt stricte. Dans ce cadre-là, nous sommes régis par 3 statuts. Le statut de CIF, conseiller en investissement financier, celui de courtier en assurance et également dans le cadre du statut d'agent immobilier. Entrons dans le vif du sujet. Le fonds euro, la chute, et pourquoi chercher des solutions alternatives? Pourquoi nous sommes posés cette question? Tout d'abord, quelques petits chiffres, enfin plutôt gros chiffres, qui vont permettre de réaliser l'importance de l'assurance vie et du fonds 1 euro aujourd'hui dans l'épargne des Français. En 2018, il y a à peu près 1700 milliards d'euros qui sont placés en assurance vie en France. À titre d'illustration, parce que 1700 milliards d'euros, on a du mal à comprendre ce dont il s'agit exactement, à titre de comparaison, la dette de l'État français est de 2300 milliards d'euros. Donc, si toute l'épargne des Français placée en assurance vie venait rembourser la dette de l'État français, il ne resterait plus que un petit tiers, on va dire, de cette dette-là. Par contre, sur ces 1700 milliards d'euros, il y a une très très forte partie en fonds en euros. La part des unités de compte, pour vous donner un ordre d'idée, la part des unités de compte investies
dans les assurances vie est passé de 12 à 20% entre 2012 et 2017. Et là, je parle uniquement de ce qui était versé. Donc avant 2012, il y avait énormément de stocks en fonds euros. Donc concrètement, la part des unités de compte est très faible dans toute l'épargne placée en assurance vie. Les rendements, des rendements qui sont toujours en baisse. Donc là, je vous ai mis un graphique pour l'illustrer. Et encore, on est revenu que aux années 2000. Concrètement, dans les années 80, 90, on était à 8%, à environ 8% de rentabilité sur les fonds en euros. Et on voit donc que ces rendements baissent de façon constante. On est passé de 5,3% en 2000 à 1,8% en 2017. Et cela va continuer. 1,8%, vous me direz, ben, finalement, c'est pas si mal pour quelque chose qui est garanti, etc. Sauf que si on le compare à l'inflation, aujourd'hui, on a une inflation qui reprend, certainement 1,2% pour 2018. Si on compare le 1,2% d'inflation au 1,8% net de fiscalité, hein, en plus, je ne prends pas en compte la fiscalité liée à cette rentabilité-là, concrètement, le gain, il est quasi nul. Donc en fait, oui, vous compensez l'inflation, mais pas plus. Vous ne gagnez pas d'argent. Et au contraire, si l'inflation continue sa remontée telle qu'on le voit là sur le graphique de gauche, la ligne noire, si l'inflation reprend tel que c'est envisagé aux alentours de 2%, clairement, vous allez perdre en pouvoir d'achat dans les années à venir si vous êtes investi uniquement en fonds en euros. Le graphe de droite montre finalement le taux réel de gain quand vous êtes investi en fonds euros, c'est-à-dire le rendement du fonds en euros moins l'inflation. Et donc, on voit en effet qu'on a des rendements nuls et qui pourraient du coup être négatifs si jamais donc l'inflation reprenait au-delà des 1,5%. On va faire un petit focus sur le fonds euro, puisque finalement, le fonds euro, c'est quoi? Est-ce que concrètement, beaucoup de personnes le savent? Peut-être pas. Donc, on va commencer par se focus sur le fonds en euros. Il faut comprendre déjà, avant toute chose, que c'est une spécificité française. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Le fonds euro est uniquement présent en France. C'est quoi? En fait, c'est un portefeuille financier qui est constitué et géré par un assureur pour le compte de ses épargnants qui lui confient des fonds. Donc, le souscripteur n'a aucun droit de regard sur la gestion, c'est l'assureur qui s'occupe de gérer. En contrepartie, l'assureur s'engage sur un montant en euros, d'où le nom fonds euro, à rembourser au souscripteur. J'ai versé 10 000 euros sur mon fonds en euros, l'assureur s'engage à me reverser mes 10 000 euros, quoi qu'il en soit. Le rendement, dont on a parlé tout à l'heure, il est constitué de deux éléments. Le taux d'intérêt technique, qui est, pour pas employer de mots barbares, mais qui est un pourcentage du TME, taux moyen d'emprunt d'État, donc grosso modo le taux auquel l'État français emprunte, plus la participation au bénéfice. La participation au bénéfice, c'est finalement le résultat de la gestion des fonds par l'assureur. Une partie de ces bénéfices peut être mise en réserve par l'assureur, c'est-à-dire qu'on imagine si en 2017, mon assureur avait fait 2% de bénéfices, il en a distribué 1,7%, il est tout à fait en droit de mettre de côté 0,3% pour pouvoir les ressortir les années où il y a des rendements attendus beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, concrètement, les assureurs ont des réserves très importantes et d'ailleurs, l'autorité des assureurs, la FFSA, les incite à continuer à mettre en réserve pour prévenir d'éventuelles baisses de rendement dans les années à venir. Les avantages du fonds euro. Pourquoi au final, quasi tout le monde ayant de l'assurance vie est investi en fonds en euros? Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des atouts qui sont très rares quand on investit dans le financier.
c'est-à-dire qu'on a une sécurité en capital. On a un effet cliqué. L'effet cliqué, c'est-à-dire que, je reprends mon exemple, j'ai versé 10 000 euros. J'ai versé 100 000 euros. Mon rendement du fonds en euros est de 1,7%, donc 1 700 euros. Eh bien, au 31 décembre 2017, mon épargne sera de 101 700 euros et l'assureur devra donc me restituer cette somme-là de 101 700 euros, même si je n'ai versé que 100 000. Et ça, quelles que soient les années, et cet effet cliqué se cumule donc du coup les années sur les autres. Ensuite, le fonds euro est disponible. Vous pouvez faire des rachats sur votre contrat à tout moment, quand vous le souhaitez. Sauf cas particulier, la loi Sapin 2 de 2016 qui prévoit qu'en cas de crise financière, les rachats puissent être bloqués entre 3 et 6 mois pour ne pas mettre tout simplement en péril les assureurs. Voilà. Justement, cette gestion financière par les assureurs. De quoi le fonds euro est réellement constitué? À 80%, ce sont des obligations. Et la plupart du temps, des obligations d'État. Et on voit qu'il y a 20% de diversification en actions, en immobilier, en gestion alternative et du monétaire pour pouvoir répondre aux demandes de rachat en courant d'année. Et c'est là que justement ça pose problème. 80% en obligations. Et dans les 80% en obligations, une forte proportion en obligations d'État. Pourquoi? Puisque concrètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'assureur doit vous rembourser votre capital. Donc, l'assureur ne veut pas prendre de risque sur l'argent qu'il a placé. Aujourd'hui, l'un des placements les moins risqués, ce sont les emprunts d'État. C'est-à-dire que, et donc du coup, une obligation, un emprunt d'État, c'est une obligation d'État aussi. Une obligation, c'est quoi? C'est l'État français est en déficit permanent. Le budget de l'État est en déficit permanent. On parle de ces fameux 3% qui vont encore certainement être dépassés cette année. Donc, sur le budget de l'État, il manque de l'argent. Comment l'État va se financer? Eh bien, un petit peu comme vous. Vous n'arrivez pas à finir vos fins de mois, vous allez voir votre banquier pour qu'il vous fasse un emprunt. Sauf que vous, votre banquier, l'emprunt, il va vous le faire sur quelques mois, voire années, alors que l'État français va le faire sur quelques dizaines d'années. Et donc, à titre d'exemple, si on prend le schéma que je vous ai indiqué là, dans les années 90, quand l'État français empruntait pour clôturer son budget, il empruntait à peu près 10%. Ça veut dire que concrètement, il empruntait 1 milliard à 10%. Ça veut dire que pendant, imaginons donc c'est pendant 10 ans, pendant un emprunt de 10 ans, pendant 10 ans, il va verser tous les ans 10% de ce qu'il a emprunté. Et à la fin, il va rembourser l'intégralité du capital. Donc ça, c'est une obligation. Donc dans les années 90, on avait des obligations d'État avec des rendements hauts, 8-10%. Et on voit que ces emprunts sont de moins en moins rentables. L'État français emprunta beaucoup moins cher et très très peu cher aujourd'hui. Aujourd'hui, l'emprunt d'État à 10 ans est à 0,7%. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux prêter de l'argent à l'État, parce que je veux quelque chose de sûr, de garanti, entre guillemets, parce que je ne crois pas à la faillite de l'État, si je veux placer mon argent de façon sécurisée, eh bien, je vais acheter une obligation d'État pour 1 milliard, si j'ai les moyens, et du coup, je vais avoir 700 000 euros d'intérêt par an pendant 10 ans. Et à la fin, je vais avoir mon milliard qui va m'être remboursé. Eh bien, en fait, ce fonctionnement-là, c'est à 80% ce que détient les assureurs pour votre compte dans des fonds en euros. En effet, donc, les assureurs ont énormément d'obligations d'État. Les assureurs sont les premiers créanciers de l'État français. Si on prend les 20 premiers créanciers de l'État français, 18 sont des compagnies d'assurance françaises. Et en fait, la problématique et la baisse du fonds en euros vient
de ce schéma-là, c'est-à-dire que quand, dans les années 90, l'État français me servait 10%, aujourd'hui, il ne me sert que 0,7%. Heureusement que les assureurs ont encore de vieilles obligations qui ne sont pas arrivées à échéance, et donc ils continuent à leur servir des rendements intéressants. Mais quand une obligation arrive à échéance, imaginons, aujourd'hui, on est en 2018, j'ai acheté mon échéance, mon obligation il y a 20 ans. C'était une obligation sur 20 ans, en 98. Donc en 98, d'après ce schéma-là, on était à peu près à 5%. Donc, l'assureur a perçu ces 5% par an pendant 20 ans. Aujourd'hui, l'obligation s'arrête, il récupère le capital qu'il a prêté, mais il va devoir le réinvestir, ce capital-là. Et donc, du coup, il va racheter des obligations d'État. Mais au lieu de servir 5%, elles ne serviront que 0,7%. Voilà. Donc, voilà pourquoi, tout simplement, les fonds en euros baissent aujourd'hui. En plus de cela, je ne l'ai pas mentionné là, mais en plus de cette raison finalement conjoncturelle, ces taux d'intérêt bas, il y a une raison structurelle suite à la crise des subprimes de 2008 et la faillite des Lehman Brothers. Le législateur français et européen ont cherché vraiment à sécuriser et à encadrer tous ces investissements-là. Et donc aujourd'hui, concrètement, quand je reprends juste mon slide de la composition du fonds en euros, aujourd'hui concrètement, si l'assureur veut investir en obligations, en actions ou en immobilier pour augmenter sa rentabilité, eh bien en fait, il va devoir mettre de l'argent de côté en plus sécurisé pour pouvoir garantir, en cas de baisse de ces marchés-là, le capital à ses clients investisseurs. Donc les risques, ce sont le risque de taux, comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque action, parce qu'ils en ont un petit peu quand même, le risque de liquidité, j'en ai parlé donc avec la loi Sapin 2 qui peut notamment bloquer votre épargne pendant plusieurs mois. Voilà. Donc en résumé, les trois principaux risques, ce sont des rendements négatifs, si on parle net d'inflation. Vous pouvez perdre en pouvoir d'achat si vous restez investi sur du long terme en fonds en euros. La liquidité, la loi Sapin 2 en cas de situation de crise. Et autre chose importante, le troisième risque, c'est la faillite des assureurs. Voilà, j'ai cité Lehman Brothers en 2008, mais en France, en 2011, Groupama a été au bord de la faillite et l'État français a renfloué les caisses pour que le Groupama ne fasse pas faillite. Donc, ce n'est pas si loin que ça, 2011. Alors, certes, aujourd'hui, le législateur met des normes très strictes et les assureurs se doivent, donc, et les assureurs et les banques se doivent de faire des crash tests de façon très régulière pour démontrer leur sécurité financière, mais en effet, on n'est jamais à l'abri d'une faillite d'un assureur. Donc, toujours aussi regarder finalement la santé financière de cet assureur-là. Donc maintenant, quelle solution finalement pour pallier à cette baisse des rendements? Tout d'abord, l'assurance vie reste un outil primordial de la gestion de patrimoine. On a souvent on parle souvent de la même façon, les rendements de l'assurance vie aujourd'hui baissent. Non, ce n'est pas les rendements de l'assurance vie qui baissent, ce sont les rendements du fonds euro de l'assurance vie qui baissent. L'assurance vie, c'est uniquement un outil, une enveloppe fiscale particulière et qui reste primordiale dans le cadre de la gestion de patrimoine, aussi bien dans le cadre de la transmission du patrimoine, dans le cadre de revenus complémentaires, d'une constitution de patrimoine, de la valorisation de l'épargne. L'assurance vie répond à ces 4 objectifs-là. Donc, on ne peut difficilement se passer de l'assurance vie aujourd'hui
mais il est clair que le fonds en euros, aujourd'hui, ne répond pas à ces 4 stratégies, notamment dans les stratégies de long terme. Quand on réalise un investissement, en fait, il faut avoir en tête qu'il y a 3 caractéristiques à chaque investissement. Et il faut juste savoir doser ces caractéristiques-là. Le risque, le rendement, la liquidité. Est-ce que je suis prêt à assumer du risque? Oui, mais dans ces cas-là, je vais pouvoir aller chercher plus de rendement, mais j'aurai certainement moins de liquidité. Si je ne veux pas de risque et je veux de la liquidité, eh bien, je n'aurai pas de rendement. Il faudra systématiquement sacrifier à un de ces 3 critères. Il faut juste être conscient duquel est le plus important dans la stratégie à adopter et les objectifs définis. Donc, en termes de solutions alternatives, les assureurs ont réfléchi par eux-mêmes à vous trouver des solutions alternatives et ils proposent aujourd'hui notamment d'autres fonds euros à côté du fonds euro classique, du fonds euro général. On a des fonds euros immobiliers. Et là, la composition, tout à l'heure, on avait 80% d'obligations. Là, on a 45% d'obligations et finalement, le reste est investi en immobilier. L'avantage, c'est qu'on le voit, il y a souvent, en fait, il y a peu d'à-coups dans le rendement des fonds euros immobiliers. Ils sont relativement stables et ils sont aujourd'hui généralement dans les premières places des classements qui notent donc les rendements des fonds en euros. L'inconvénient de ces fonds euros-là, leur taille est petite et je disais tout à l'heure qu'avec la législation, et notamment Solvency 2, on a aujourd'hui des assureurs qui, pour mettre 45% d'immobilier, se doivent de immobiliser à côté des fonds propres. Donc, la taille des fonds immobiliers, des fonds euros immobiliers, est souvent petite et n'est pas disponible à tout moment. Il y a pas mal de contraintes à investir sur des fonds euros immobiliers. Ensuite, la deuxième alternative en fonds en euros, c'est les fonds euros dynamiques. Et là, c'est la part d'actions et d'immobilier qui est également plus importante. L'avantage, c'est qu'on a en effet des performances pouvant se rapprocher de performances de marché financier classique, mais on a des dents de scie. À titre d'exemple, je vous cite là un fonds Euroconviction, qui est un fonds euro dynamique. En 2015, il a fait 3,24%, en 2018, 0,48% et en 2017, 2,56%. Quand je rappelle que la moyenne des fonds euros en 2018 était à 1,80. Donc, il fait sur la moyenne mieux que les fonds euros classiques, mais avec des possibilités de baisse sur certaines années. De baisse de rendement. Ça reste un fonds euro, donc le capital est toujours garanti. Les unités de compte. Les contrats d'assurance vie aujourd'hui sont quasi systématiquement des contrats, ce qu'on appelle multi-supports, c'est-à-dire que vous avez du fonds en euros, mais à côté, vous avez d'autres supports que l'on appelle donc des unités de compte. Quand tout à l'heure, je vous disais que l'assureur s'engage à vous rembourser un certain montant en euros défini, là, l'assureur ne s'engage pas sur un montant, mais sur un nombre d'unités de compte. Vous achetez 1000 unités de compte à 1 euro, à 10 euros, si je reprends mon exemple des 10 000 euros. Si mon unité de compte passe de 10 à 20%, vous avez le même nombre, mais vous avez donc une valorisation qui est multipliée par 2 et inversement à la baisse. Aujourd'hui, il existe des milliers d'unités de compte. Les assureurs, dans les contrats d'assurance du multi-support, on peut avoir des contrats où il y a une unité de compte. Ce sont généralement donc des contrats d'entrée de gamme. À côté, les meilleurs contrats du marché proposent des centaines, plusieurs centaines, voire certains atteignent le millier d'unités de compte. Alors, vous n'allez pas investir sur 1000 unités de compte en même temps, mais j'ai l'habitude de dire que quand on est sélectionneur d'une équipe de foot, il vaut mieux être sélectionneur de l'équipe de France plutôt que de l'équipe du Liechtenstein, donc où on a un vivier plus important pour aller sélectionner les meilleurs. Attention aux contrats multi-supports, mais qui restent des contrats monogestionnaires. Vous avez un contrat
et la liste des unités de compte a quasiment le même nom, au début ou à la fin. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, ce contrat-là propose des unités de compte qui appartiennent au même groupe que l'assureur. Ça, ce sont des contrats qui sont à éviter. Parce que là, clairement, vous êtes sûr de ne pas avoir les meilleurs dans chaque catégorie d'unités de compte. Ces unités de compte, c'est quoi? En fait, c'est des parts ou des dixièmes ou des millièmes de parts que vous pouvez acheter et qui vont vous permettre en fait d'investir dans tout type de marché, que ce soit le marché actions, obligations, immobilier, matières premières, devises, etc., etc. Généralement, pour vous donner un ordre d'idée, une obligation d'entreprise, c'est au minimum du minimum, c'est 100 000 euros. Vous ne voulez pas investir sur une seule entreprise, vous allez vouloir envie de diversifier. Eh bien, si vous achetez une obligation en direct, vous n'allez pas pouvoir. Alors que par le biais d'une unité de compte obligataire, vous allez avoir du coup des dizaines, voire des centaines d'obligations d'entreprises à l'intérieur. Donc, tout type de marché, toute zone géographique confondue. France, Europe, Asie, Amérique internationale, etc. Et on a des unités de compte les plus larges possibles, par exemple les fonds flexibles internationaux, qui peuvent investir finalement sur toutes les catégories de marché et sur toutes les zones géographiques, à l'unité de compte la plus pointue. Je veux investir sur un fonds action petite capitalisation japonaise. Et bien, sur certains contrats, on peut trouver une unité de compte qui va investir uniquement sur les actions petite capitalisation japonaise. L'avantage de ceci, c'est que voilà, tous les marchés sont accessibles, donc un fort potentiel de performance et une liquidité. L'assureur se doit de cette liquidité-là. L'inconvénient, par contre, c'est qu'il n'y a pas de garantie en capital. Des unités de compte un peu particulières qui se développent de plus en plus dans les contrats d'assurance vie, ce sont les unités de compte immobilières. SCPI, SCI, OPCI. Le véhicule juridique est un peu différent. Les SCPI, par exemple, ne peuvent investir que dans de l'immobilier en dur, quand les SCI ou OPCI les SCI sont uniquement dans l'immobilier, mais ça peut être de l'immobilier coté, des parts de SCPI, etc., etc., ou de l'immobilier en dur. Et les OPCI sont un peu plus larges, elles doivent avoir un montant de monétaire et de financier un peu plus important. Mais grosso modo, c'est le même fonctionnement. Vous investissez dans de l'immobilier à travers des unités de compte. L'avantage, vu qu'on a que l'immobilier délivre des revenus, on a une certaine stabilité, un peu comme les obligations. On a une certaine stabilité dans le temps et une meilleure visibilité. En plus, le marché immobilier est très varié. Le marché de l'entreprise, de l'habitation, du foncier, il y a le marché viager aussi, qui peut apporter de belles surprises. Voilà, donc il y a ce développement des unités de compte immobilières qui peut être une alternative intéressante au fonds en euros. L'inconvénient des frais d'entrée à l'entrée, donc vous investissez 10 000 sur une SCPI, en fait, va y avoir, généralement c'est à peu près ça, c'est ces montants-là qui sont constatés, il va y avoir à peu près 97,5% qui va être réellement investi, il va y avoir 2,5% de frais. Donc, c'est un investissement qu'on se doit d'entreprendre dans un temps au minimum 5 ans. Généralement, on conseille 8 ans pour pouvoir pallier notamment à ces frais d'entrée. Et il peut y avoir un risque de liquidité sur certaines SCPI et SCI. Autre alternative, les fonds structurés. Alors, les produits structurés, concrètement, il y a plusieurs noms. Fonds à formule, EMTN, BMTN, fonds à promesse, etc. Tout ça, c'est on le classe dans la famille des produits structurés. L'idée de ce support d'investissement, c'est vous permettre de bénéficier d'un rendement lié à la performance d'un sous-jacent, tout en assurant une protection du capital à l'échéance. Dans les faits, c'est en fait un produit structuré, c'est un contrat dont les termes sont définis dès le début. Et d'ailleurs, quand je dis dès le début, ce sont des fenêtres de souscription qui sont de quelques mois généralement, où on vous dit, voilà,
ce fonds-là existe, il va être la commercialisation est de telle date à telle date parce que à partir de cette date-là, le contrat, les termes du contrat sont définis. Donc on ne peut pas souscrire de nouvelles à ce contrat-là après la date définie. Les termes du contrat, c'est 1, la durée. 2, le sous-jacent. Sur quel sous-jacent on va se baser. 3, c'est le potentiel de perte défini. Et 4, un potentiel de gain également qui est défini dès le début. À titre d'exemple, un fonds structuré, un produit structuré que l'on a proposé en courant de cette année, donc qui existe vraiment, enfin qui a existé puisqu'il est clôturé, comme je disais tout à l'heure. La durée, donc là, c'était 10 ans maximum. Le sous-jacent, c'était le SBF Top 80. Grosso modo, c'est un fonds action française, style CAC 40, mais plus large avec 80 sociétés. La perte était définie, c'est-à-dire que vous aviez une perte en capital uniquement si l'indice, donc le sous-jacent de SBF Top 80, était inférieur à 50% de sa valeur initiale au terme des 10 ans. C'est-à-dire, je prends un exemple. Mon SBF Top 80, donc là, la durée, on se base sur un sous-jacent à la date du 31 décembre 2018. On va prendre cet exemple-là. Mon sous-jacent est à 1000 points. Mon SBF Top 80 est à 1000 points au 31 décembre 2018. Et mon fonds est sur une durée maximum de 10 ans. Si, au bout des 10 ans, donc au 31 décembre 2028, mon SBF Top 80 est négatif, mais est négatif entre 1000 et 500 points. Donc, une baisse, certes, mais la baisse n'est pas de plus de 50%. Et bien là, j'ai une garantie en capital. Je n'aurais pas perdu, même si les marchés financiers ont perdu. Et j'ai un risque de perte en capital uniquement au-delà de 50% de baisse. Et le gain, il est de 10% par an. Là, en l'occurrence, donc du coup, on a ces 4 éléments contractuels définis, la durée, 10 ans, le sous-jacent, la perte au-delà de 50%, d'une baisse de 50%, et le gain, 10% par an. L'avantage, eh bien, vous le voyez, vous bénéficiez du potentiel des marchés financiers, 10%, votre capital est protégé jusqu'à une baisse de 50%, et l'épargne pouvant être les inconvénients, l'épargne peut être bloquée jusqu'à 10 ans. Enfin, elle n'est pas bloquée, mais il est préférable d'attendre la fin de l'investissement au bout de 10 ans. Et le gain est plafonné à 10%. Les marchés, le SBF Top 80 fait plus de 20% tous les ans, ben vous n'aurez que 10% par an. Un petit point sur une allocation financière, parce que là, je vous ai donné finalement les éléments. Quand on a un contrat d'assurance vie, on a du fonds euro et on a des unités de compte, de multiples unités de compte. Les plus classiques, les immobilières, les fonds structurés, etc. Comment finalement on arrive à construire une allocation financière, c'est-à-dire quelle unité de compte je mets, quel pourcentage de fonds euros je mets, etc., etc. Avant toute chose, la première chose que l'on fait quand on constitue une allocation, c'est on se base sur vous, sur vos objectifs, sur votre durée d'investissement. C'est primordial. On ne peut pas gérer... Donc du coup, vraiment, ce sera vos objectifs qui seront la base de la construction de l'allocation. En plus de vos objectifs, il y a le facteur psychologique. Il y a des personnes qui sont plus sécuritaires que d'autres. Des personnes sécuritaires, prudentes, équilibrées, dynamiques, offensives, parce qu'en effet, elles sont prêtes à perdre 20% pour en gagner 30% l'année d'après. Voilà, c'est typiquement le facteur psychologique. Et là, rien n'y fait. Et il faut, parce qu'en effet, quand il y a des distorsions, on peut le vivre de façon un peu compliquée. Donc voilà. Et ensuite, principal facteur, le facteur temps. Plus on a de temps devant soi, plus on peut prétendre à des placements risqués et donc du coup potentiellement plus rentables. Dans le long terme, la plupart du temps, ce sont les actions qui ont le rendement le plus important et ce sont les actions qui ont le risque le plus important.
si on le compare à des investissements sur des obligations ou sur du monétaire, de l'immobilier, etc. Donc, vu que ce facteur temps est très important, sur un horizon inférieur à 2 ans, on garde de la liquidité, donc c'est-à-dire qu'on va rester investi en fonds euros sur cette partie-là. Donc, on a des outils, comme on le disait tout à l'heure, donc les unités de compte, actions, obligations, monétaires, diversifiées, etc. On a les unités de compte immobilières et on a les produits structurés. Les étapes de cette construction. Premièrement, on va identifier la place du fonds en euros que l'on va mettre dans votre allocation parce que, en effet, je sais que je vais avoir besoin de cette poche-là sur les 2 prochaines années. Donc là, je ne peux pas me permettre de prendre de risques. Je vais garantir cette poche-là et du coup, cette poche-là sera investie en fonds en euros. Ensuite, on a l'allocation stratégique. Quelle proportion je vais mettre d'actions notamment et d'obligations en fonction de mon profil, c'est-à-dire donc de ce caractère psychologique dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc on va définir plutôt action, plutôt obligation dans les grandes masses. Ensuite, la troisième étape, c'est l'allocation tactique. Là, ce sont quelle dose je vais mettre d'actions et d'obligations, mais c'est plus en fonction et quelle type d'action, quel type d'obligation je vais mettre en fonction du contexte macroéconomique. C'est plus ça. Dans une phase de baisse des marchés, eh bien là, j'aurais tendance à dire il faut aller vers des supports plus risqués, des supports actions, parce qu'en effet, quand on dit baisse, ça veut dire que concrètement, au bout d'un moment, ça va reprendre. On achète plus bas. En théorie, quand les marchés sont hauts, c'est le moment de liquider un petit peu de sa plus-value, sécuriser un petit peu de sa plus-value. Donc ça, c'est l'allocation tactique. Et la quatrième étape, ça va être le choix des supports. J'aurais défini qu'il me faut 40% d'actions, il me faut 60% d'actions. Dans ces 60% d'actions, il m'en faut 20 en Europe, 20 aux États-Unis, 10 en France et 10 sur les émergents. Je redéfinis donc cette allocation tactique-là sur la partie action. Eh bien, je vais aller choisir mes supports financiers, le meilleur ou les meilleurs fonds actions européennes, les meilleurs fonds actions américaines, les meilleurs fonds émergents, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est la sélection de fonds qui se fait finalement qu'à la fin, une fois qu'on aura réalisé vraiment ce processus de construction de l'allocation. Ensuite, l'importance de la diversification. Là, alors on ne voit pas très bien ce qu'il y a écrit, mais les couleurs parlent d'elles-mêmes. En fait, ce sont différents secteurs d'investissement. À titre d'exemple, le orange qui se voit bien, c'est le secteur des actions cycliques. Eh bien, on voit que sur d'une année à l'autre, la rentabilité de ces actions-là est totalement différente. En 2002, moins 25% sur ces actions-là. En 2003, par contre, plus 37% sur ces actions-là. Donc, concrètement, l'idée, c'est de se dire, il ne faut pas avoir que du cyclique, il ne faut pas avoir que des grosses capitalisations ou des petites capitalisations, etc. Il faut, au contraire, diversifier une allocation pour pouvoir bénéficier finalement du rendement de chacune. Et autre chose importante, je reviens à mes toutes premières minutes d'intervention, le suivi dans le temps. Le suivi dans le temps. On est dans une phase, alors à définir, de récession, une phase de dynamique des marchés, etc., etc. On va adapter donc les fonds en fonction de ce qu'on aura défini. Donc, comme je disais dès le début, quand on met en place une stratégie, l'important, le primordial après, ça reste de suivre dans le temps l'allocation financière réalisée. Une slide blanche. En conclusion, le vrai risque aujourd'hui, quand on investit dans le temps, c'est finalement de ne pas prendre de risque. Puisque clairement, si vous restez investi sur du fonds euro dans un horizon supérieur à 2 ans, vous allez être sûr de perdre
en pouvoir d'achat. Perdre en pouvoir d'achat, ça veut dire concrètement, non seulement vous ne gagnez pas, mais en plus, vous ne pourrez pas réaliser les objectifs que vous êtes définis là. Donc, il faut prendre des risques, mais ces risques doivent être mesurés, identifiés, et c'est le couple rendement-risque qui est à aller chercher le meilleur possible. Voilà. J'ai fini ma présentation, qui a été un petit peu plus longue que prévu, comme d'habitude. Je suis totalement disponible à répondre à vos questions. Alors, on va passer, peut-être, si vous en avez, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet qu'on a vu? Les produits structurés, est-ce qu'on en a beaucoup? Il en existe, on nous en propose de plus en plus, il en existe de plus en plus, on va dire, sur le marché. Mais comme on fait une sélection des unités de compte, on fait une sélection des produits structurés. Les produits structurés, donc le contrat dont j'ai parlé tout à l'heure avec les 4 caractéristiques, ces 4 caractéristiques vont varier aussi en fonction des circonstances de marché. Lorsqu'il y a de la volatilité plus importante sur les marchés, on va avoir des conditions pour sortir ces structurés-là qui vont être plus intéressantes. Et on en a régulièrement. On essaie d'avoir toujours 2 structurés possibles à proposer à nos clients. Mais il faut, comme un choix d'unité de compte, on choisit un structuré qui convient au client. Il y a des produits structurés qui sont plus prudents que d'autres. Donc voilà, donc il va falloir faire un petit peu le même travail d'allocation financière sur les structurés. Mais aujourd'hui, clairement, c'est une classe d'actifs qui, avec des marchés un peu compliqués comme on les a aujourd'hui, avec des incertitudes sur l'avenir, c'est des produits qui nous permettent quand même d'avoir une certaine visibilité avec une protection du capital au terme qui est intéressante. Donc c'est vrai que quand on a des clients qui ont un horizon d'investissement de l'ordre de 10 ans, on n'hésite pas à proposer une part de structuré. On me demande si la bourse est dangereuse aujourd'hui. Pas plus qu'hier, pas plus que demain. C'est un marché cyclique, hein. Il y a des mouvements. Il faut savoir juste avoir. Puis la bourse, finalement, ça ne veut rien dire. C'est quoi la bourse? C'est les actions, mais quelles actions? C'est là où concrètement, on ne peut pas répondre à ce type de questions. Et c'est pour ça qu'on ne va pas en bourse, mais on réalise une allocation financière. Cette allocation financière, elle comprendra des actions, des obligations, de l'immobilier, etc., etc. Et sur différents marchés. Et on diversifie toujours notre allocation financière pour ne pas avoir un risque trop important. Voilà. Est-ce que je peux investir sur des devises émergentes en assurance vie? En théorie, oui. Vous pouvez investir sur quasiment tous les marchés qu'il existe. Tout dépend du contrat d'assurance vie que vous avez. Vous avez un contrat d'entrée de gamme de la banque du coin? Non, c'est sûr, vous ne pourrez jamais investir sur des devises émergentes. Si vous avez un contrat d'assurance vie de qualité qui propose un nombre important d'unités de compte, il y aura forcément une unité de compte qui investira dans les devises émergentes. Voilà, si c'est sa spécificité. Sachant que chaque unité de compte indique au moment de sa création sur quel marché elle est investie et elle se doit de rester sur ce marché-là. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Soyez pas timide, je ne mords pas, je peux répondre à des questions.
Bon, a priori, il n'y en a plus. On va croire que j'ai été extrêmement claire. Si toutefois ce n'était pas le cas, ou si vous voulez qu'on creuse un petit peu plus sur ces sujets, qu'on réponde de façon plus personnelle à vos interrogations et, et répondre à votre situation vraiment, nous avons nos conseillers qui sont là donc, pour répondre à vos questions. Donc, si vous êtes déjà client du cabinet, n'hésitez pas à contacter votre conseiller en gestion de patrimoine habituel. Sinon, envoyez un mail à charles@gestiondepatrimoine.com et nous avons le numéro de téléphone 05 61 52 17 01 ou le 01 45 14 80 34. Voilà. Donc ce webinaire est en visio, en replay dès demain, je pense. Donc vous pouvez aller sur notre site internet gestiondepatrimoine.com. En haut à droite, vous avez un onglet webinaire sur lequel il y a la liste de tous les webinaires que l'on a déjà réalisés. Donc, n'hésitez pas à consulter les autres. Il y a donc du coup, il y a un webinaire sur l'immobilier, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter tout ce qui a déjà été fait. Et puis, nous nous revoyons pour l'année prochaine. En espérant que vous soyez toujours là pour suivre nos webinaires, donc en janvier. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.